Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Entre briques et bureaux. Derrière chaque entreprise solide, il y a des décisions qui auraient pu tout faire basculer. Dans cet épisode, je reçois Danny Pinault, estimateur de coûts et fondateur de Précision DP. Il nous raconte comment un mauvais recrutement a failli lui coûter son entreprise et pourquoi aujourd'hui, bien s'entourer, c'est devenu l'un des piliers de sa réussite. Une discussion franche sur les chiffres, les erreurs et surtout les humains derrière les décisions. Bonjour, Danny. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Là, j'aimerais ça savoir, juste pour commencer, qu'est-ce que ça mange en hiver, un estimateur de coûts? Ça mange des plans. Oui! Non, mais un estimateur de coûts, c'est celui qui va accompagner le client. C'est celui qui va aider l'entrepreneur à déterminer quels sont les coûts justes, parce que le terme est important, juste, les coûts justes pour un projet de construction ou de rénovation. Puis quand est-ce que je décide de faire affaire avec un estimateur de coûts? Quand, mettons, j'ai un plan de construction, à quel moment je te contacte? Je te dirais avant de communiquer avec la banque, juste OK. pour être certain d'avoir un bon budget. Je pense que pour un client, de déterminer un bon budget, ça lui prendrait un accompagnement d'un estimateur en coût de construction. Pour être certain, justement, que quand il arrive à l'étape de choisir son entrepreneur, qu'il y ait un bon ordre de grandeur sur les possibilités afin de réaliser son projet. Est-ce que tu penses que ça aide aussi à avoir des prêts? Définitivement, je pense que Ouais. si on appuie notre projet avec une soumission budgétaire signée par un estimateur, je pense que ça peut aider à aller chercher le bon financement. Puis, est-ce que c'est toi qui contactes directement les clients? C'est où tu joues ton rôle, là, dans le fond? Ça peut être les institutions financières qui communiquent avec nous si jamais ils ont des projets à faire préapprouvés auprès du financement. Par contre, oui, évidemment, si un client privé en particulier a un projet d'agrandissement de son duplex ou quoi que ce soit, évidemment, idéalement, c'est qu'il communique directement avec nous. Définitivement, s'il n'a pas parlé avec un professionnel pour faire des plans, des devis ou un étendue de travail, ça devient un peu compliqué. Par contre, quand on a les bons outils, comme dans notre cas chez Précision DP, on peut passer sur place avec un appareil de scan 3D qui peut permettre de faire une espèce de visite virtuelle, puis avec le client, d'élaborer sur un étendu de travail. Donc, avec l'étendue de travail du client, la visite 3D, on est capable de mesurer, faire du mesurage, puis d'élaborer nous-mêmes un croquis afin de faire des quantités. Je suis très curieuse parce que ça, je trouve ça quand même cool. Comment ça fonctionne? Écoute, c'est un appareil qui fonctionne avec l'infrarouge. Il y en a d'autres qui fonctionnent avec du lidar. Ça prend des images, puis fouille-moi comment ça fonctionne côté technologie, mais on est capable d'avoir des profondeurs, d'aller prendre des mesures dans le plan. Puis avec l'outil qu'on utilise, nous, on est capable d'avoir directement des croquis, des plans DWG. On pourrait envoyer un fond de plan qu'on appelle dans le milieu, on pourrait l'envoyer à l'architecte, puis lui pourrait ajouter ses compositions, ses trucs qu'il y a à mettre dessus. Mais c'est un appareil formidable, ça change la donne. On s'en sert beaucoup au niveau des sinistres, au niveau des dossiers de litige, parce que ça fige le bâtiment dans le temps. C'est aujourd'hui, quand tu vas faire la visite, parfois aussi, ce qui arrive, c'est qu'on oublie de prendre des mesures. On parle beaucoup avec le client, on essaie de développer la relation avec cette personne, puis on oublie de prendre des mesures, tandis qu'avec le scan 3D, tu peux parler, l'appareil fait sa numérisation, puis une fois arrivé au bureau, on met tout ça en place pour travailler, quoi. Est-ce que c'est le client, dans le fond, qui te contacte ou est-ce que tu as des entrepreneurs qui te contactent pour leur projet? Je dirais que c'est tellement variable. On fait affaire avec des particuliers. C'est pas nécessairement notre clientèle cible. Par contre, j'ai pas trop à aider ces gens-là. À la fin de la journée, moi, mon devoir, c'est d'être une partie tierce qui établit un prix juste. Oui. C'est un beau speech, ça. En même temps. Puis, blague à part, là, comment on devient un estimateur? C'est quoi ton parcours? Tu t'es rendu là comment? Je suis mécanicien automobile. Oui, ça fait du sens. Mécanicien, estimateur. Non, mais tu sais, souvent les gens, ils oublient qu'il y a toujours quelque chose à récupérer dans nos métiers. Donc, moi, la mécanique automobile m'a permis de développer mon sens logique. Ça m'a permis aussi d'apprendre sur la thermodynamique. OK? Long story short, après mon passage en mécanique automobile, je suis retourné me questionner sur mon avenir. J'ai décidé de faire un petit tournant dans la construction, donc je suis allé chercher ma carte ASP. Je voulais être manœuvre, ne connaissant ASP qui est?
Association. Ouais, je pourrais pas dire c'est quoi qu'ils veulent dire chaque lettre. Par contre, ça te prend ça au minimum pour travailler sur les chantiers de construction. Okay. C'est la carte qui t'oblige après ça d'aller chercher une garantie de 150 heures pour entamer ton dossier dans les chantiers de construction puis passer par les bassins et tout ce qui vient avec. Je peux pas tomber dans les détails de tout ça. C'est pas ma tasse de thé. Je ne suis qu'estimateur. Bon. Par contre, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au centre local d'emploi pour aller me trouver un emploi. Je savais pas sur quoi on voyait les manœuvres, qui avait besoin de moi. Ça m'a pris 200 envois de CV avant de prendre mon premier emploi. Okay? J'étais malheureusement hors décret, mais ça m'a donné mon premier passage sur les chantiers de construction. J'ai vu que je voulais pas faire ça toute ma vie. Puis je me suis dit... J'aime aider les gens dans la vie, j'ai ça à l'intérieur de moi. J'aime le bâtiment, ça me passionne, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui ferait un beau mariage des deux? Je me suis dit, je vais être inspecteur en bâtiment. Fait que je n'ai parlé avec ma conjointe, on a fait un compromis, je suis devenu estimateur. Okay? Ah oui, ça c'est un compromis entre inspecteur et dans la construction. Oui, ben je t'explique que ma conjointe travaille depuis plusieurs années au Collège Montmorency. À l'époque, autour de 2012-2013, il donnait les deux ASC. L'ASC en inspection, l'ASC en estimation. Puis elle connaissait un peu. Définitivement. Oui. Puis elle a parlé avec ses collègues pour dire, hey, tu sais, on a des responsabilités, on a une maison à payer, mon conjoint veut mettre sa vie, on veut mettre, en tant que famille, notre vie sur la glace pendant 1 année, 2 années, voire pour qu'il y ait un métier. Je voulais avoir un métier, je trouvais que ce que je faisais, c'était pas un métier. Je respecte tous les travails, mais pour moi, personnellement, c'était pas un métier. Fait qu'elle m'a dit, regarde, va à la séance d'information Montmorency, puis vois ce que ça donne. Donc, je suis allé à la séance d'information, ça m'a intéressé. Et puis, pendant 14 mois, j'ai mis ma vie sur la glace. Je travaillais, j'étais disponible pour les chantiers de 6 à midi. Puis, il fallait que je sois disponible à l'école midi 9. Fait que pendant 14 mois, j'ai étudié pour devenir estimateur. C'est le meilleur chemin. Pourquoi? Parce qu'il te permet de découvrir l'ensemble du bâtiment. Tandis que si tu commences, directement dans le métier, il y en a qui vont t'engager, dire, hey, t'es intéressé, OK, on va t'essayer. Tu vas juste apprendre une chose du bâtiment, tandis que quand tu fais la formation, ben, tu apprends l'ensemble, puis un projet de construction, c'est un ensemble. Tous les intervenants, à quelque part, viennent se rejoindre. Fait que là, la question qui tue, est-ce que ta femme avait raison? On enregistre pour elle. Oui, je te dirais que raison. Oui, c'est un très beau métier avec beaucoup de portes ouvertes, donc oui. Elle a bien choisi. Oui. Elle va être contente de ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça l'objectif, là, ici. Puis c'est quoi l'intérêt de faire appel à un estimateur? On en a parlé un petit peu pour les clients avant d'arriver à la banque, d'être vraiment prêt. Mais est-ce qu'il y en a plus que ça? Je te dirais que, en étant estimateur certifié, on a quand même un code de déontologie, on a des règlements. On ne se laisse pas nécessairement influencer par une ou l'autre des parties. Tu sais, qu'on intervienne vraiment pour le client, pour la banque, pour l'entrepreneur en construction, l'avocat, peu importe. Vraiment, ça ne fait pas toujours plaisir, mais je ne me laisse jamais contaminer par l'environnement. Tu sais, vraiment, c'est-à-dire, peu importe c'est qui mon client, je vais avoir le juste coût. Est-ce qu'il y a des informations que chacun des parties peuvent m'apporter pour faire varier les coûts? Oui, mais j'essaie toujours le plus possible d'être impartial. Donc, l'intérêt d'avoir l'estimateur, justement, c'est d'avoir cette personne-là impartiale qui va, sans dire plaire à quelqu'un, à qui que ce soit, mais de pouvoir, justement, comme je dis depuis le début, c'est plate, je me répète, mais c'est d'avoir le juste coût. Tu sais, je pense qu'on a tous les paramètres pour évaluer le plus que possible le projet en ayant un prix juste. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Est-ce qu'on a des plans, pas de plans? C'est une visite, pas de visite? La qualité des documents. Mais tout ça, mis bout à bout, ça fait un prix qu'on peut... Moi, personnellement, avec mes prix, je suis heureux parce que j'arrive à dormir le soir puis je dors bien, là. Fait que c'est ça, dans le fond, tu te bases sur, dépendamment de ce que tu as, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu te bases, dans le fond, pour faire tes estimations de prix? Plusieurs choses. Oui. Évidemment, on a des relations privilégiées avec certains fournisseurs, certains sous-traitants. Donc, en ayant une clientèle variée, ça nous amène des prix unitaires de certains sous-traitants. En travaillant autant avec les entrepreneurs spécialisés que les entrepreneurs généraux, on a accès aussi à des coûts unitaires via nos projets. On a des relations avec certains distributeurs, ce qui nous aide à tout l'aspect de coût. Mais au-delà de ça, il ne faut pas se cacher. Dans le milieu, il y a toujours l'aspect des ouvrages reconnus. Donc, on peut penser à ce qui est le catalogue.ca, qui est le seul ouvrage de référence
francophone. Puis qui est mis à jour régulièrement, j'imagine. 100%, une plateforme web. Sinon, on peut penser aussi aux plus connus comme RS Means, Design Cost Data et autres, qui nous permettent, eux, plutôt d'aller chercher ce qui est les productivités des hommes. Parce qu'un projet, c'est une portion matérielle, mais tu as une portion main-d'œuvre aussi. Fait qu'avec les productivités des hommes, nous, on applique les taux horaires qui sont régis. Après ça, on arrive avec un coût unitaire sur lequel on va venir appliquer parfois des facteurs de complexité. Parce que l'ouvrage de référence va te donner une productivité dans le meilleur des mondes. Là, il faut l'ajuster selon le projet. Est-ce qu'il y a beaucoup de repeat? Est-ce qu'il y a de la perte de temps? Puis en bas de tout ça, bien évidemment, on a tout ce qui peut être les assurances. Dans des cas où il y a des dossiers avec du cautionnement, le cautionnement, on peut penser aux contingences, la manutention, les outils. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui partent de l'expérience. On ne se le cache pas. Après avoir vécu 10, 11 ans d'estimation, on fait face à plusieurs défis. Mais je suis beaucoup impliqué dans le milieu. Fait que j'écoute, puis je te dirais que régulièrement, mon chiffrier, parce qu'on utilise un chiffrier Excel pour la finalité de la soumission, bien souvent, il est mis à jour en ayant l'oreille attentive. On a une bouche, 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on parle, donc j'écoute mon marché. C'est ce qu'on dit. Puis, excuse-moi, je suis à 5 idées reçues. OK. On a reçu 5 idées sur les estimateurs. Est-ce que tu es prêt à répondre à si c'est des mythes ou des réalités dans ton métier? Au meilleur de mes connaissances. Oui. Alors, un estimateur, c'est juste quelqu'un qui fait des soumissions. Un estimateur, c'est plus que quelqu'un qui fait juste des soumissions. Tout dépendamment toujours de qui est son client, mais ça peut être une bonne porte d'entrée pour avoir un bon financement à la banque. Ça peut être un expert dans un dossier de litige. C'est la personne qui va aller chez vous, constater c'est quoi l'état des lieux, puis qui va peut-être allumer d'autres sons de cloche pour te permettre justement de voir ton projet autrement, puis d'amener peut-être une faisabilité ou un report aussi. C'est beaucoup plus qu'une personne qui fait juste donner un coup. Il y a tellement un grand travail en arrière de ça que souvent les gens négligent. Je pense que c'est ça le rôle de l'estimateur. Puis être un estimateur, c'est un métier plate. Assis devant un ordi à faire des calculs toute la journée. C'est pas un métier plate. C'est certain que si pendant la journée, notre métier, puis il y en a qui vont aimer ça, mais moi, ça serait pas ma tasse de thé, mais juste des porte-cadres à la longueur de journée, ça pourrait devenir redondant. Par contre, chaque projet de construction étant unique, je pense que chaque projet amène son lot de défis. Donc, il faut juste y faire face à ces défis-là puis apprécier ce que les projets nous amènent. Au-delà de passer le temps devant l'ordinateur, comme j'ai mentionné, on peut être appelé plus souvent qu'autrement à faire des visites des lieux. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils oublient, encore une fois, ils vont prendre leur expérience passée pour appliquer sur certains projets, alors que si tu ne constates pas les lieux, tu ne peux pas avoir l'essence de ton projet puis appliquer les bonnes contingences, les bons facteurs de manutention, de perte de temps. Donc, c'est pas juste d'être devant un ordi. Les règlements municipaux qui peuvent changer. Oui. Aussi banal que ça puisse paraître, oui, exactement, les règlements municipaux. Le prochain, c'est pas un vrai métier. Tout le monde peut estimer un prix. Oui, je l'ai entendu souvent, ça. Mon cousin est estimateur, mon oncle est charpentier menuisier. Oui, tout le monde peut estimer un prix, sauf qu'on peut le voir souvent dans nos journaux. Il y a souvent des dépassements de coûts. Probablement qu'il y a bien des clients aussi qui arrivent avec certains budgets de se dire une cuisine, ça coûte 5 000, 6 000 $. Puis finalement, ils se ramassent avec une facture de plus élevée que leur budget initial. Parce que les imprévus n'étaient pas calculés. Sans être obligé de les calculer, je pense qu'on peut toujours analyser puis soit se mettre une contingence ou une enveloppe de risque. Mais il faut, pour les institutions financières, il faut quand même, la canner, la cadrer, cette enveloppe de risque-là. N'importe qui peut mettre un pourcentage de dire « Hey, c'est 50 % de contingence. » Oui, mais ça représente quoi la contingence? Il est où le risque? Donc, nous, dans notre travail, ce qu'on va être appelé à faire avec ces budgets-là, c'est d'écrire un rapport. C'est drôle, hein, mais l'estimateur, c'est pas juste de faire des quantités sur un plan puis de faire un prix dans un chiffrier. C'est aussi de devoir parfois rédiger un rapport qui explique notre méthodologie, ça a été quoi nos outils de travail, c'est quoi notre vision, puis pourquoi qu'on a attribué telle ou telle contingence ou enveloppe de risque. L'explication des prix. Exact. Oui. On n'a pas besoin d'estimateur pour un petit projet.
C'est vrai. Si tu veux te tromper, prends pas d'estimateur. Moi, ce que je te conseille, c'est que oui, parfois, les frais qu'une firme d'estimation peut coûter peuvent sembler faramineux. Par contre, d'arriver avec un mauvais budget, ça peut coûter encore plus cher. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est si tu penses qu'un bon estimateur, ça coûte cher, et c'est un mauvais estimateur, tu vas ça te coûter encore plus cher. C'est vrai. Bon point. Le rôle s'arrête une fois le budget fait. Non, j'aime beaucoup aller dans l'accompagnement. C'est pas toujours prévu dans nos offres de services, mais je pense qu'il y a toujours une plus-value à l'estimateur de faire un accompagnement par la suite, soit avec le client, soit avec l'entrepreneur en construction, le chargé de projet là-bas. C'est important d'avoir une bonne transition de dossier, première des choses, mais aussi la vision. Parce que si la vision de l'estimateur ne suit pas au niveau de l'exécution, ça peut être une catastrophe. Je donne souvent la blague dans les cours que je donne. Disons, l'estimateur a prévu un boom truck à, disons, 200 de l'heure, puis que la personne qui reprend le dossier décide de mettre une grue à tour, on s'entend que c'est plus 200 de l'heure, mais on vient de gruger le budget. C'est extrême comme comparaison, mais je pense que ça doit arriver. Pas dans cet extrême-là, je l'espère pas. Je suis triste pour la personne à qui ça arrive, mais somme toute, une bonne transition de dossier, un bon accompagnement, je pense que c'est requis. OK. Fait que toi, dans le fond, tu te mets en contact avec le prochain corps de métier, si on veut, l'entrepreneur, pour lui dire qu'est-ce que tu avais estimé. Bien, définitivement, soit auprès de notre clientèle, soit auprès de notre client, parce que, ça va arriver dans certains cas qu'on doit parler pour le client à la banque. Donc, juste de donner notre vision pour qu'il y ait une suite logique à l'ensemble des intervenants, quoi. Mm-hmm. On a passé à travers tous les mythes. C'est bon, tout défait. C'est quoi le projet le plus complexe que tu as eu à estimer dans ta carrière? Et pourquoi? Ça nous ramène en 2018. Je venais de lancer mon entreprise, ça faisait possiblement 1 an. Je reçois un appel un peu bizarre, un type qui me dit « Hey, il dit, je travaille pour Bombardier. » Je suis comme « Je suis pas dans les avions, mais tant mieux pour toi. » Il me dit « J'ai un de mes amis, un Québécois, installé à Saint-Martin. L'île de Saint-Martin dans les Antilles françaises. Puis il dit, il y aura un projet de construction qui a besoin d'accompagnement. Je dis, OK, pas de trouble, me mets en relation avec le type. Le type revient au Québec. On discute ensemble. Il y avait un ouragan dans ces années-là qui a frappé l'île de Saint-Martin, des vents de 400 km/h, ça a tout ravagé. Donc, la complexité, ça a été surtout au niveau, je dirais, linguistique. On parle le même français, il parle le même français que moi, mais les terminologies. Parce qu'on a eu à évaluer un coût de construction, puis évidemment, là-bas, la construction, ça reste la construction. On commence par l'excavation, on finit par la toiture, les finitions, les trucs comme ça. Mais tout ce qui était les terminologies était différent. Donc, de devoir s'adapter à cette réalité-là de là-bas. Premièrement, les corps de métier, les matériaux. Parfois, on parle du même chose, mais moi, du placo, ça me dit rien. Parle-moi de gyps, de Gyproc, je vais savoir du placo, je sais pas. Puis aussi, il y a les façons de faire. J'ai demandé une fois au client, j'ai dit combien de conteneurs, comment que je fonctionne pour le conteneur, combien ça coûte? Parce que c'est important, on a une certaine démolition à faire, puis je dois prévoir des conteneurs tout au long de la démolition, même de la construction. Puis il dit prévoit des camions qui font des allers-retours à la longueur de journée. J'ai des camions mais il dit on prend les déchets du chantier, on les amène dans la montagne, puis quand il y a assez de déchets, on met le feu dedans. Là, j'étais comme un peu perturbé parce qu'on est quand même en 2018. Mais c'est une île. Exact. La gestion des déchets est différente d'ici. Donc, je dirais, ça a été le projet, un des projets probablement les plus complexes que je vais travailler juste par l'adaptation de tout ce que ça engendre. Avec la communication, la différence des méthodes de gestion des déchets. Oui. C'est énorme, là. Oui. C'est un des coûts les plus élevés sur les îles, je pense, la gestion des déchets. Ils en font juste pas. Fait que, tu sais, je te dirais, par ce que j'ai vu à l'étranger, il n'y a pas beaucoup de gestion de déchets qui se fait. Donc, j'imagine que du fait qu'ils sont isolés, les gens ne veulent pas investir là-dedans. Fou. Fait que, en 2017, tu as lancé ton entreprise, Précision DP. Ça se passe bien depuis? Yes. Et puis, tu as commencé toute seule? Évidemment. Vous êtes monté jusqu'à combien d'employés? 11. 11. Puis maintenant, vous n'êtes pas 11. On est 3. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pour mon dire dans la vie que chacun est professionnel dans son domaine. Donc, je suis un professionnel de l'estimation. Quand j'ai commencé à devoir m'entourer,
je suis allé vers des professionnels en faisant confiance aux gens. Donc, mon avocat, celui que j'utilise depuis 2019, quand je me suis assis avec, j'ai dit, moi, je te fais confiance, j'aurai besoin que tu crées mes contrats, mes trucs. Mais quand je vais recevoir des documents légaux, je vais te demander de faire le travail puis de me le vulgariser. Ce à quoi il acquiesce, il fait un bon travail, il me vulgarise le tout. Ça a été comme ça avec mes contrats d'employés puis tout, puis mes clients. Donc, j'ai pas eu de souci de ce côté-là. Je suis bien accompagné depuis 2019, puis j'en suis très content. Côté comptable, par contre, j'ai eu certaines problématiques. Encore une fois, j'ai dit à la personne quand je l'ai rencontré, tu fais la job de comptable, je fais la job d'estimation, je vais développer l'entreprise, je vais m'occuper de mes employés, faire les payes et tout. Et malheureusement, je suis quelqu'un qui aime ça investir sur ses employés. Heureusement. Ben oui, heureusement pour eux, malheureusement pour le compte de banque. Puis tu sais, j'ai pas eu nécessairement l'accompagnement que je m'attendais. Fait que depuis août 2023, je suis en restructuration d'entreprise. J'avais un loyer que ça faisait 3 mois que j'avais renouvelé, qu'il a fallu que je rencontre mon propriétaire. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui est un peu gêné de ces choses-là. Tu comprends? Mais je pense qu'à un moment donné, c'est mieux de mettre les choses au clair avec les gens puis de dire ce qu'il y en est. Comme ça, les gens ne se font pas de fausses attentes, qui ont la vérité, puis ils peuvent prendre des décisions qui sont logiques pour eux. Donc, j'ai rencontré mon propriétaire, je dis, je peux plus payer. Ouais. Soit qu'on coupe à l'amiable, qu'on garde une bonne relation, ou t'embarques peut-être dans une pile de faillite. Bon, les choses se sont gérées autrement, puis aujourd'hui, j'ai encore la business pour en parler. Mais il y a eu ça. Puis il y a aussi le fait, je pense qu'à un certain moment, en tant qu'entrepreneur, tu prends des gens, tu grossis une équipe, tu es fier, tu as plus de gens. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. Tu sais, présentement, on est en télétravail, puis c'est quelque chose qui me manque. Moi, je suis quelqu'un qui arrive, on a un mauvais mardi, on est tous en équipe ensemble. OK, on prend une tournée de shooter, il est 11h le matin, c'est pas grave, on remet la semaine à zéro pour tout le monde, puis on a du plaisir. Puis malheureusement, ça a fait en sorte que je me suis peut-être mis la place en bon québécois dans le derrière à certains moments, puis que j'ai gardé les personnes dans les mauvaises chaises. Ça, mis avec le fait que les gens, nécessairement, ils se responsabilisent pas toujours, ça a fait en sorte que tu entraînes des gens longtemps, puis que ça fait... ça crée certains bris, puis certaines frustrations auprès de la clientèle. De l'autre côté, les clients ne se responsabilisent pas nécessairement pour dire qu'ils ont certains trucs qui les dérangent. T'sais. Les gens vont plus aller au niveau de la construction. Là, ça, j'ai remarqué beaucoup ça, puis je suis dans le milieu quand même depuis 2012. Ben, c'est que les gens, ils parlent pas. T'sais, ils disent pas hey, moi, je veux ça ou je m'attends à ça, puis ils vivent des frustrations, ils n'en parlent pas, ils tirent la plug, tu finances chicane dans les tiges, quoi que ce soit. Dis ce qui va pas. Moi, je suis là pour parler. Je pense que je suis capable de bien m'exprimer, puis j'en demande autant des clients, mais c'est grosso modo ce qui a causé la descente. Qu'est-ce que tu en sors de ça, dans le fond? Parce que ça a été une mauvaise expérience. C'est sûr, bien s'entourer, tu le savais déjà. Parce que tu connais ta force, tu connais tes faiblesses, tu es allé t'entourer de gens d'experts. Qu'est-ce que tu as appris de cette situation-là pour comme n'importe qui d'autre qui pourrait apprendre de ça? Premièrement, de pas juste faire confiance parce que c'est le cousin, le frère, le père, la mère de quelqu'un, parce que tout le monde a un mécanicien, tout le monde a un estimateur ou un entrepreneur en construction dans sa famille. Juste de faire les recherches adéquates. Puis à la suite de ça, c'est pas de prendre pour acquis parce que tu le donnes à l'externe que on tasse ça, puis c'est fini. Il faut garder un œil sur ces chiffres. Est-ce que ça a été de l'aveuglement volontaire de ma part? Est-ce que j'ai été cocky parce que ma compagnie elle levait puis ça allait bien? Peut-être. Ce que j'en sors aujourd'hui, c'est des frustrations, je les ai pelletées en arrière. De la tristesse, je les pelletées en arrière. Maintenant, je m'en sers plutôt pour éduquer les gens. Fait que souvent, dans les réseautages ou dans des discussions avec des clients proches, je leur en parle. Je leur en parle parce que je veux outiller les gens pour pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Fait que se tenir au courant de ces chiffres, au courant de ces documents légaux aussi, parce que t'es chanceux, t'es un bon avocat. Mais ça pourrait être la même affaire pour n'importe quel expert, n'importe quel professionnel. Faut faire attention. Toujours. Bien s'entourer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta propre entreprise? Quand je suis retourné à l'école en 2013 de Montmorency, j'ai un super enseignant, Jean-Guy Bellil. On le salue. Ça a été celui qui a été le plus rigide. Puis moi, c'est des cadres que j'aime. Tu sais, des profs qui prennent la place dans la classe puis de dire voici comment ça fonctionne. Ça aide les gens un peu comme moi qui sont TDA à rester droite puis être à leur affaire. Donc, Jean-Guy, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, contrairement à beaucoup d'enseignants qui sont encore sur le marché aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a joué la game puis qui joue la game. Ce que je veux dire, c'est que c'est un gars qui avait été dans le marché en tant qu'estimateur dans des entreprises de construction.
c'était quelqu'un qui était consultant en estimation. Donc, qui lui aussi avait sa business en estimation. Fait que je me suis dit, un jour, je vais être comme Jean-Guy Bellil, tu sais. Encore aujourd'hui, j'ai une relation avec lui parce que ma femme travaille là-bas, il se croise, je le croise quand je vais voir ma femme. Puis, c'est juste qu'une journée, j'ai perdu mon emploi parce que j'étais en 2017. Un de mes fournisseurs, il m'appelle, il me dit « Hey, Danny, je veux te rencontrer. » Moi, je pense aller passer une entrevue. Fait que je mets ma plus belle robe, je me prépare, puis je me dirige vers ce fournisseur-là d'équipement en ventilation. Puis je m'assois avec, puis il dit « Danny, t'es à ton affaire. Je suis un entrepreneur en ventilation. Moi, je suis fournisseur. Tu fais des suivis serrés. Tu regardes bien les trucs. Quand on fait des erreurs, tu nous le renotes. Tu dis, hey, moi, j'ai telle quantité, toi, t'as telle quantité. Où est-ce que ça clash, tu sais? Il dit, moi, j'ai une madame qui travaille à son compte pour moi. Elle a une maladie dégénérative. Il dit, j'aimerais ça que tu prennes la relève. Fait que je suis comme, OK, cool, l'entrepreneuriat déjà. Tu sais, j'ai 2 ans et demi d'expérience en tant qu'estimateur. J'ai fait face à des projets quand même jusqu'à 53 millions. J'ai 2 ans d'expérience sur le terrain, mais je dis, en entrepreneuriat, je connais rien. Je suis comme, qui peut m'aider? Fait que je suis arrivé au centre local d'emploi. Ils m'ont dit, t'as-tu un agent, pas d'agent? Tu peux être financé. Fait que de fil en aiguille, j'ai démarré mon entreprise. J'ai embarqué sur une mesure gouvernementale qui s'appelle STA, qui sert à financer les entrepreneurs. Puis juste en 2017... Soutien, travail autonome. Je prends ce programme en plus qui n'existe plus. C'est dommage parce que ça l'aide les entrepreneurs à être rémunérés pendant qu'ils développent leur entreprise. C'est-à-dire que si tu n'as pas de revenus, ben au moins tu reçois un petit, entre guillemets, salaire pour survivre. Puis quand tu factures, la beauté, c'est que contrairement au chômage, le chômage, dès que tu as un autre revenu, il te coupe. Ça, ce que ça faisait, c'est que ça faisait rien. Ouais. Tu avais ton revenu, puis tu pouvais facturer, puis pas être obligé de te donner une paye avec ce revenu-là. C'était plus facile de partir en affaires aussi. 100%, parce que je sais qu'ici, dans la région de Montréal, c'est PME Montréal qui gérait le programme. Dans ma région, c'est le lac de Deux-Montagnes. C'était la MRC de Deux-Montagnes qui le gérait. Donc, eux étaient obligés à faire 12 semaines de formation pendant 3 heures à chaque semaine, le mercredi matin. Genre de 9 à midi, on faisait une formation, mettons, le marketing, le réseautage, comptabilité de base, finance. C'est tous ces trucs-là qui outillent un entrepreneur. Bon, c'est pas un cours universitaire, mais ça donne les outils de base. Ça donne ce que tu as besoin d'avoir quand même. Là. Exact. À quoi ça ressemblait tes débuts avant que tu fasses grandir ton entreprise? Mes débuts en tant qu'estimateur, ça ressemblait à quelqu'un qui s'est fait lancer dans le milieu. J'ai toujours eu cette chance-là, si on veut, de, tu sais, je commence un nouveau métier, on me dit, Danny, rentre un char. OK, il n'y a pas personne qui m'accompagne, qui me montre comment vous fonctionnez pour travailler. Tu sais, c'est cool de faire. Oui. Puis, tu sais, après ça, quand je suis arrivé dans les chantiers de construction, la première journée, j'ai fait le tour des chantiers avec un gars que je prenais sa job. Dans le fond, lui, il s'en allait distribuer des épices. OK? Il y avait une run d'épices. Puis, une semaine et demie plus tard, mon patron, il me dit, Danny, il dit, je vais me faire opérer dans les 2 genoux. Il dit, tu vas être en charge de tel dossier. Je suis comme, mais attends, là, moi, je suis le type qui déroule le tape à mesurer puis qui lit chaque ligne pour savoir où ce que je suis rendu. Fait que j'ai géré le chantier de l'université, comment ça s'appelle? Un truc universitaire sur Queen Mary, puis qui est un centre pour les personnes âgées. Et puis, j'ai dû bien faire le travail parce qu'après ça, ben, il m'a donné une augmentation. Mais vraiment, il a fallu que je gère le chantier comme un gestionnaire surintendant. Je connaissais rien en construction. Par contre, j'ai eu des gens que j'ai été transparent avec eux puis qui m'ont outillé. C'est comme ça pendant 2 ans que j'ai appris les rudiments de la construction. Puis j'ai eu la chance aussi en estimation, quand je suis sorti de l'école, de rentrer dans une entreprise où je m'attendais à ce que pendant une semaine ou 2, du moins pendant le stage, pendant un stage, je t'attends à ce que... Quelqu'un de coach. Oui! Ben, on m'a pris un rouleau de plan et on m'a dit, tiens, Danny, sors des quantités. La beauté là-dedans, c'est que je recule... Quand j'étais plus jeune, tu sais, je viens d'un milieu pauvre, puis j'ai joué au hockey toute ma jeunesse. Puis pour moi, de demander un lift aux gens, c'était comme un peu dire qu'on était pauvre. Fait que j'aimais mieux prendre mon sac de hockey à 9, 10, 11 ans, faire 1h30 de métro d'autobus avec mon sac de hockey. Puis ça m'a amené un peu ma débrouillardise dans la vie, un peu dans tout. Fait qu'en estimation, j'ai dit, OK, c'est correct, tu veux que je sorte des quantités? Le jour 2, j'ai demandé si je pouvais amener mon laptop. J'ai amené mon laptop, j'ai fait mes propres recherches. Je me suis développé, ce qui a fait en sorte qu'une semaine plus tard, on me disait, Danny, on a un projet à travailler. Notre bureau à Saint-Jean veut le travailler. Centre hospitalier de Baie-Saint-Paul, un projet qu'on a déposé à 26 millions. Donc, je sortais de l'école, une semaine et demie d'expérience, on me mettait déjà sur un projet d'envergure. Mais tu avais gardé tous tes calculs, tu avais gardé toutes tes choses. Tu étais déjà prêt pour partir à un nouveau projet.
100%. Ouais. 100%, mais j'étais prête à faire face à la musique. Oui. Surtout ça. Oui. C'est quoi, selon toi, le plus gros défi quand on se lance à son compte? Le plus gros défi, c'est pas nécessairement de grossir une entreprise. C'est d'être outillé pour faire face à ça. Tu sais, on le voit souvent, il y a des entreprises qui ont des gros booms, puis que malheureusement, ils plantent, puis tu dis, ben là, tabarouette, ils ont tellement augmenté leur chiffre d'affaires. Tu sais, moi, je suis passé de peut-être 26 000 la première année à 132 000 l'année d'après, puis après ça, 200 quelques, 400 quelques, puis oups, je suis rendu à 600 000, je me plante avec un déficit de 192 000. Tu comprends? Ça va vite, dans un bar comme dans l'autre. Ça va vite. Pourquoi? Ouais. Parce que tu arrives à un certain moment où tu es outillé, tu es payé, tu as un bon cash flow. Puis là, finalement, l'entreprise a grossi tellement, tu as tellement de dépenses que tu n'es pas prête à ça. Puis là, tu empruntes d'un bord de l'autre, tu ne fais plus nécessairement le suivi de tes chiffres, tu n'es pas bien entouré, que tu te plantes. Est-ce que ça arrive à tout le monde? Non. Mais je pense que juste, encore une fois, bien s'entourer, puis c'est plate parce que c'est un peu J'ai participé pendant plusieurs années à la Semaine des entrepreneurs à l'école, qui est faite par l'organisme Ose Entreprendre. Puis je disais toujours aux jeunes de ça, depuis 2018-2019, je disais toujours aux jeunes, il faut bien s'entourer. Mais je ne m'étais pas encore regardé dans le miroir parce que moi-même, j'étais mal entouré. Donc, je pense que le secret, oui, c'est correct de connaître son milieu, mais bien s'entourer, puis si je peux revenir à l'essence du podcast un peu, qui est un peu pour les entrepreneurs en construction, la communication. Ouais. C'est pas donné aux entrepreneurs en construction. T'as beau être un bon charpentier menuisier, un bon frigoriste, les bases du relationnel, c'est la communication. Puis s'ils peuvent travailler là-dessus, ils vont devenir des super entrepreneurs. Bien s'entourer aussi, ils veulent toujours tout faire pour économiser des sous. Ta femme, elle peut peut-être t'aider sur la comptabilité ou sur l'administration. Peut-être que tu peux aller chercher un autre service à l'externe, que ce soit un avocat, un comptable, un estimateur, pour t'aider dans tout ça. Là. Bien connaître ses forces, dans le fond, dans une entreprise, là, puis de savoir sur quoi travailler, puis après ça, aller chercher l'aide ailleurs. Exact. Mais des experts, des vrais experts, des bons 100%. Experts. Mais il faut souvent être prêt à... Les gens, ils vont souvent... Le premier réflexe qu'ils ont quand ils appellent chez nous, c'est combien? Oui. Ils ne veulent pas savoir, hey, Danny, c'est quoi tes outils? T'es-tu formé? T'es-tu qualifié? As-tu des assurances professionnelles? Tout de suite, c'est combien? Alors que tout le reste est beaucoup plus important que le montant. En tout cas, selon moi. Oui, non, définitivement. Puis on oublie souvent ça, mais généralement, le client, là, au bout de la ligne, ce qu'on nous dit, en fait, dans nos sondages à nous, c'est vraiment que le prix, c'est pas le numéro 1. Ils choisissent pas un entrepreneur par le prix. C'est particulier. Ils veulent savoir c'est quoi ton prix. Ils veulent savoir ce que tu présentes, mais ils choisissent pas par le prix. Ouais. Fait que c'est bon à savoir pour toi. Tu peux lui donner ton prix. Ils prendront pas nécessairement le moins cher. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous un like pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles histoires entre briques et bureaux.